Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'actualité est essentiellement dominée ce matin par cette décision prise par le président des États-Unis, Donald Trump, qui a ajouté Haïti à cette liste de 12 pays dont les ressortissants se voient désormais interdire l'entrée sur le territoire américain. Washington explique cette décision par certaines mesures qui viseraient donc à empêcher l'entrée de terroristes étrangers sur le sol américain. Nous devons aussi souligner que les États-Unis avaient classé des groupes criminels en Haïti sur sa liste des organisations terroristes. Et ce matin, à la rubrique Le Point de Métropole, nous avons avec nous l'ancien ministre haïtien des Affaires étrangères, ancien ambassadeur d'Haïti à Washington également, M. Edmond Boukchit, qui va partager avec nous sa compréhension de cette décision prise par Donald Trump. Ambassadeur Boukchit, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole et bienvenue à la rubrique Le Point. Bonjour M. Théodore et bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Un plaisir d'être avec vous ce matin. Avez-vous été surpris d'apprendre cette nouvelle, cette décision de Donald Trump? Bon, je dirais pas vraiment. Et si je me réfère au moment de la campagne du président Trump, de sa campagne électorale, il avait été très clair, et même trop clair. On sentait venir ce genre de mesures. Mais je pense que je dois dire que dans ce premier temps, en mars dernier, lors de l'annonce de l'intention du président américain d'aller vers là, on avait mis Haïti sur la liste partielle. Entre-temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a mal passé, ou du moins, on n'avait pas pris suffisamment au sérieux cette décision. Et aujourd'hui, on se voit sur la liste définitive, c'est-à-dire sur l'interdiction totale. Et je pense que c'est vraiment un coup dur, je dirais, le coup de grâce à l'image d'Haïti sur la scène internationale. Et maintenant, comme pays qui a une instabilité politique chronique et qui s'est vu avec avoir des organisations criminelles transformées, étiquetées comme des organisations terroristes. Et aujourd'hui, nous sommes sur la liste de 12 pays qui sont interdits d'entrer sur le territoire américain. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a encore une porte. Il y a encore une porte ouverte. Il suffit pour nous autres Haïtiens, les autorités haïtiennes, il suffit de bien examiner et de voir comment s'assurer que des mesures importantes de sécurité soient prises en vue de voir comment sortir sur cette liste. Et je dirais cette liste infâme que Haïti se trouve aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez du train que ça marche et que Donald Trump arrivera ou encore conduira cette politique isolationnisme? Il menace encore, il annonce des déportations massives, historiques, et là, ceux qui sont, et en plus, ou encore à ceci, s'ajoute cette décision d'interdire l'entrée de ressortissants de certains pays aux États-Unis. C'est de l'isolationnisme. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera au bout de cette politique?
Bon, il reste à voir comment des organisations de pression, ou du moins des organisations de droits de l'homme, comment elles vont s'organiser pour se référer à d'autres étapes. Mais c'est pas... en ce qui concerne Haïti, le gouvernement haïtien, ou du moins l'État haïtien en tant que tel, ne peut pas recourir à la justice. C'est la décision souveraine d'une nation de contrôler sa politique migratoire. Mais je suis certain qu'il y aura des organisations basées aux États-Unis, des organisations haïtiennes ou américaines, ou du moins des organisations américaines, qui certainement prendront la route de la justice. Et vous vous souvenez, en 2017, lors du premier mandat du président Trump, il y a eu cette décision contre des pays arabes, des pays musulmans. Je crois qu'il y a eu pas mal de décisions de différents juges fédéraux, etc., en vue de défaire cette mesure. Mais je me demande comment, de notre côté, on peut certainement travailler avec les autorités américaines et voir comment trouver, ou du moins identifier des mesures à prendre, les standards et solliciter pour que Haïti, en tant qu'État, se prépare et pour que Haïti puisse prendre des mesures tant au niveau sécuritaire et aussi au niveau de l'identification nationale. Et il y a pas mal de choses que généralement le gouvernement américain considère dans le cadre de cette... Avant d'arriver à cette décision finale, il y a des paramètres que des spécialistes de sécurité nationale, ils considèrent généralement que ces paramètres, ces pays ne peuvent pas vraiment mettre, je dirais, en application. Il y a certaines mesures de contrôle. Mais cela voudrait dire que nous avons cette opportunité, dans un premier temps, de voir avec les autorités américaines. Je pense que l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince doit faire sortir une note publique pour expliquer la décision de son administration en vue d'éviter des confusions. Je pense que cela aiderait les citoyens haïtiens à avoir un meilleur comportement, ou du moins à ne pas tomber dans certains pièges d'interprétations différentes. Et la deuxième chose, de notre côté, les autorités haïtiennes, notamment le ministère des Affaires étrangères, va devoir établir des contacts avec les autorités américaines en vue de définir, ou du moins d'identifier, quelles sont les conditions lesquelles Haïti doit se référer en vue de travailler à se retirer de cette liste infâme. Et le président américain a dit dans son discours, il y a possibilité, dans la mesure où ces pays prennent des dispositions pour essayer de remédier à ce genre de problèmes, et certainement, ils vont sortir de cette liste. Mais en attendant, l'essentiel, c'est de ne pas continuer à se plaindre, mais c'est de prendre des décisions, des mesures, et aussi être très stratégique et voir comment, avec les autorités américaines, on peut identifier les étapes à suivre, les standards à respecter et prendre des mesures de contrôle en ce sens et avancer ensemble pour voir comment Haïti pourrait sortir de cette liste. Je vais vous permettre, si vous ne l'aviez pas déjà fait, je vais vous permettre, ambassadeur, d'écouter une partie de l'intervention faite par Donald Trump, c'était hier. Évidemment, c'est en anglais, mais on va sûrement écouter un extrait pour voir avec quel ton il s'adresse à son peuple. D'ailleurs, il a même indiqué, et je cite, que ils n'ont pas besoin de ces gens qui dirigent mal, où leur pays est mal dirigé et autres. Et avec le public, avec les auditeurs, on va suivre une partie de cette intervention qu'il a faite en annonçant sa décision. C'était hier.
The recent terror attack in Boulder, Colorado, has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century. Vous avez entendu, ambassadeur, quand il a Absolument. dit we don't want them. Bon, écoutez, Ça veut dire moi- nous pas besoin, yo. C'est ça. Bon, et moi, généralement, je pense que ce que je dis toujours, le président Trump a été aux élections, il a été élu, il a eu le support de plus de 77 millions d'Américains, et pour lui, il le dit souvent, il a un mandat. Il a un mandat de son peuple, notamment de résoudre ce problème d'immigration. Mais je pense que c'est un problème que normalement un président américain ne pourra résoudre seul. Je pense que c'est un problème qui pourra avoir une solution à travers une loi votée par le Congrès pour voir comment on pourrait régulariser. Et c'est un problème qui pose pas mal de litiges entre les deux parties au Congrès. Et comme président américain, il contrôle l'immigration de son pays. Il a même l'autorisation, il a même été renforcé dans ses actions par une décision de la Cour suprême, c'est-à-dire de lui donner davantage d'autorité quand il s'agit de gestion de la migration. Alors, ça va être très difficile de ne pas le prendre au sérieux. Et je pense qu'avec ces mesures, comme il l'a dit souvent, il essaie de protéger son territoire, il essaie de protéger son peuple contre les terroristes. Et nous autres, Haïti, moi je pense que l'argument que nous devons apporter, l'argument que nous devons donner, certes, des groupes armés qui sont des bandes armées, des criminels, qui ont été étiquetés de terroristes, ce sont des gens qui n'ont aucune idéologie politique, ou du moins des extrémistes religieux. Alors, ce ne sont pas l'Haïtien en soi, considèrent les États-Unis comme la terre promise, le rêve américain, ils veulent toujours l'avoir. Et il y a pas mal, plusieurs millions d'Haïtiens qui sont aux États-Unis. À aucun moment, et comme il a dit dans son discours, des gens qui veulent la destruction, du moins qui n'aiment pas les États-Unis, mais à aucun moment, je ne pense pas que l'Haïtien en soi veut la destruction, ou du moins veut la disparition des États-Unis. Je ne pense pas. Nous ne sommes pas là. Et mais malheureusement, nous sommes sur cette liste avec des pays qui ont des groupes terroristes idéologiques, basés sur une idéologie, basés sur des positions religieuses, de défense des positions religieuses, et qui sont totalement opposés. Et c'est pourquoi je pense que nous devons venir avec cet argument et voir comment on doit travailler avec les autorités américaines et pour respecter et rencontrer les standards requis pour qu'on puisse sortir de cette liste. Parce que là, c'est important de négocier, de discuter avec eux en vue d'arriver là. Parce qu'on ne peut pas, c'est déjà fait, on ne peut pas, on ne peut pas dire autrement, mais malheureusement, mais maintenant, il revient à nous autres de faire notre devoir de maison et prendre les mesures de sécurité adéquates, travailler avec les autorités américaines pour qu'elles puissent identifier ces standards que nous devons respecter pour que Haïti puisse sortir de cette liste. Près de 7 mois depuis la fermeture de l'aéroport international et Toussaint Louverture, il y a environ un mois, les États-Unis avaient déclaré terroristes certaines organisations criminelles. Vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères. Comment, selon vous, Haïti devrait réagir à cette décision de Donald Trump? Bon, ça a été quand même une mesure regrettable et c'est pas vraiment une bonne chose d'avoir cette étiquette, même quand nous reconnaissons que ce sont des organisations criminelles qui commettent des actes horribles contre la société.
contre des femmes, contre des fillettes et contre des personnes âgées, plus d'1 million de déplacés à l'intérieur d'Haïti. Il y a pas mal de causes, de raisons pour que nous disions que, écoutez, ces messieurs, ces groupes-là, ces groupes armés sont vraiment, ils commettent vraiment des actes répréhensibles, des actes terroristes. Mais si on se réfère à une définition même, du moins à une approche définitive du terrorisme international, et je me demande si ces groupes armés, si on peut les classer dans cette catégorie. Et certainement, il y a des experts qui ont considéré tous ces paramètres pour ajouter ces bandes armées comme des groupes appartenant au mouvement du terrorisme international, c'est-à-dire au terrorisme international. Et une décision est prise. Je pense que les autorités haïtiennes ne doivent pas rester, je dirais, sans prendre les décisions en ce sens. Et nous avons une situation sécuritaire grave. Il faut l'admettre. Maintenant, il suffit de dire aux autorités américaines, il y a une décision qui a été prise. Des groupes chez nous ont été étiquetés comme des groupes terroristes. Et nous n'avons pas cette histoire de lutte contre le terrorisme chez nous. Dans ce cas, nous aurons besoin d'assistance technique. Et pas seulement aux États-Unis, mais il y a d'autres pays de la région qui ont connu ces moments terribles de lutte contre le terrorisme interne. Et je pense qu'on doit se référer et aussi qu'on doit aller chercher une assistance technique en ce sens pour qu'on puisse établir une stratégie comment combattre ces groupes de terrorisme et qui sont en Haïti chez nous, et afin qu'on puisse arriver à un moment où on se sentira, je dirais, beaucoup plus sécurisé, et avec l'absence de ces groupes armés, et comme ça, on pourrait continuer à se battre pour enlever cette étiquette. Parce qu'il y a des pays qui l'ont fait, la Colombie l'avait fait, le Pérou l'avait fait, il y a d'autres pays qui ont eu cette expérience. Je pense que nous devons chercher à avoir cette coopération en termes de pratique. En termes de pratique, comment ils ont fait. À votre avis, monsieur l'ambassadeur, le gouvernement haïtien peut demander aux États-Unis de revoir cette politique ou encore de reconsidérer le cas d'Haïti? Vous pensez qu'il peut le faire? Bon, et certainement on peut toujours le faire, mais en le faisant, en faisant cette demande, cette requête, et vous devez aussi venir, ou du moins présenter un plan stratégique. Voilà comment je vais faire, voilà comment je vais travailler, et pour enrayer, ou du moins pour éliminer ces groupes armés et qui sont des groupes terroristes. Et ces stratégies sont un plan stratégique est présenté au gouvernement américain, et à partir de ce plan stratégique, on verra comment, et si toutefois il y a nécessité, et je suis certain qu'il y aura nécessité de solliciter une assistance technique. Et même au niveau des Nations Unies, il y a une structure au niveau des Nations Unies qui travaille contre le terrorisme international. On peut toujours solliciter ce genre d'assistance. Pourquoi toujours? Et voir comment résoudre. Parce qu'on ne peut pas seulement demander, ou du moins faire une requête de suspension, ou du moins d'enlever Haïti, sans présenter une stratégie claire, comment nous allons travailler pour résoudre ce problème, qui est un problème crucial et important. Il faut l'enlever. Mais je pense que le partenaire, ou du moins nos partenaires, doivent se sentir rassurés à un certain niveau et sur ce qui est en train de se faire. Et comme argument, on peut prendre aussi cette firme américaine qui a été contactée. Et il y a eu une firme américaine qui a été contactée par le gouvernement haïtien pour l'aider à combattre les bandes armées. C'est une firme américaine.
on peut dire, écoutez, nous avons la volonté de travailler, de résoudre ce problème. Voici, il y a une firme américaine qui a été contactée. Cette firme travaille avec les autorités de sécurité, de la structure sécuritaire nationale. Et nous sommes certains, et voici le plan stratégique. Nous donnons au moins, je dirais, 3 mois, 4 mois, comment on va, pour une première phase, comment nous comptons résoudre ce problème et avancer avec d'autres plans, et notamment, par exemple, le déploiement, du moins le projet de déploiement d'une force interaméricaine pour aider la police nationale et les forces armées d'Haïti à rétablir la sécurité. Nous admettons, ambassadeur Boukchit, que les États-Unis ont droit d'appliquer politique migratoire que le voulait. Nous sommes d'accord ça. Mais on comprend, peut-être pas moi seul, le fait que nous avons toujours envie de demander. Il y a des gens qui croient que nous voulons demander tout le temps, ça enlever un peu sous droit grandette majeure nous en tant que pays souverain. Au lieu pour nous demander une assistance aux États-Unis et même à l'autre pays, pour qui ça nous pas décidé réagir de préférence en grand monde pour nous dire n'a mettre l'ordre la caille nous dans intérêt pays nous, dans intérêt haïtien qui petit pays a, au lieu de nous recourir parce que il y a longtemps il y a dit y a pas non assistance même si son assistance moun bal non vle mais nous y a longtemps qu'il y a pas non pour qui ça nous t'a vle que jodi a Donald Trump a maltraité nous à travers politique parle ce que le gain droit faire et que nous même nous pas dit mais ça nous pas le faire nous mêmes entre nous haïtiens pour que nous ayons l'autre gens ambassadeur Boukchit. Bon, et je vous comprends et je peux me mettre aussi dans votre peau pour comprendre ce qui est en train de nous passer, de ce que Haïti est en train de faire face aujourd'hui, tenant compte de l'application de la politique américaine, notamment dans le domaine migratoire. Il y a aussi la République dominicaine. Mais, et peut-être ensemble, ça va parler, à me penser l'idée de faire déjà, avant. C'est peut-être ensemble ça qui t'a évité de nous arriver à l'instabilité politique chronique, ça, aujourd'hui, c'est la bibliothèque, et qui vient rendre nos pays invivable et ingouvernable, qui vient provoquer cet exode, dit massif de Haïtiens qui a pourri aller partout dans le monde. Et comme ça va être le cas, nous ne pouvons jamais arriver à entendre sur ça. Probablement, ces genres de décisions, ces genres de moments vont certainement aiguiser ce sentiment patriotique qui nécessitait de gagner pour notre travail et pour nous, ensemble, joindre une certaine cohésion et une certaine entente nationale pour une gouvernance, je dirais, nationale, basée sur l'équité et qui pourra créer une stabilité politique. Quand j'ai parlé d'assistance, ce n'est pas nécessairement pour nous demander de payer l'argent, etc. L'assistance aussi doit être du côté du gouvernement américain pour aider nous contrôler le flux d'armes qui entrent en Haïti. Ça a son assistance liée. C'est-à-dire pour que eux autres, de leur côté, prennent des décisions beaucoup plus drastiques pour des conteneurs, pour des choses qui arrivent, qui laissent les États-Unis, qui arrivent en Haïti, pour qu'on contrôle beaucoup plus strict. Quand il s'agit des questions des armes qui entrent en Haïti, parce que la majorité des armes sont aux États-Unis. Et assistance dans tous les cas, il y a une assistance en termes de, écoutez, nous disons, je dis à mon étiquette, il y a des organisations haïtiennes et de criminels qui ont une étiquette de terrorisme international. Mais maintenant, il faut aller chercher à l'intérieur de la police nationale, à l'intérieur des forces armées d'Haïti, est-ce que nous avons des unités d'élite antiterrorisme bien préparées, bien équipées,
ça, toutes ces l'assistance. L'assistance n'est pas nécessairement c'est comme pour moi, mais vous pouvez envoyer des techniciens, des experts pour mieux entraîner ces policiers ou ces militaires des unités d'élite antiterrorisme. Tout ça aussi assistance. Assistance en tous les cas, par exemple, comme j'ai mentionné tantôt, des pays de l'Amérique latine qui ont connu ces moments difficiles, qui ont fait l'expérience, qui ont eu une pratique de lutte contre le terrorisme domestique qui est considéré comme le terrorisme international. Donc, ça retourne. Mais ça a entré dans des actions diplomatiques importantes pour que Haïti comprenne que ça a un problème qu'il a. Malheureusement, nous sommes sur une liste, je dirais, infâme. Nous pas de loin là. Mais je dis à nous là, nous pas faire un pile barrière pour éviter, je dis à nous là. Mais malheureusement, nous sommes sur cette liste. Comment sortir de cette liste? Il y a qui a dit, non, ambassadeur Boukchid, que les États-Unis te connaissent que tu pas mettre Haïti sous liste ça, et c'est ça que fait un mois auparavant, les déclarées organisation qui en Haïti, organisation criminelle, terroriste, organisation étrangère, ça, terroriste. Question que le monde a posée, si il n'y a pas de ou bien est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a un rapport entre ces organisations dites terroristes qui ont travaillé, qui ont évolué en Haïti et placé Haïti sous liste 12 pays ça? Comme qui dirait, si pas qualifié de terroriste, est-ce que ça a toujours fait que Donald Trump mette nous sous liste ça? Bon, écoutez, quand il y a une décision d'un gouvernement étranger, ou du moins d'un gouvernement haïtien, quelle que soit la décision, ça reste à interprétation. C'est-à-dire, tout le monde peut l'interpréter à sa manière. Mais je dirais, et en revanche, qu'il y a pas mal d'autres pays qui sont sur cette liste. À aucun moment, à partir des recherches que j'ai effectuées, à aucun moment, des terroristes, la CAIOC déclaré ou pas. Je pense que ce qui est essentiel, c'est que nous devons garder en tête que le président américain a mentionné de faiblesse, de vetting, c'est-à-dire de contrôle et de ses citoyens, c'est-à-dire l'État, identité, identité, ça rend service consulaire difficile à vraiment à bon contrôle, ou du moins à faire un vetting sur qui est-ce qu'on sait. Je pense que toutes ces de mesures que vous dites, si vous résoudez en termes de sécurité, par exemple, moi je pense, à mon humble avis, comme citoyen, je pense que le seul aéroport international que nous avons aujourd'hui en fonction, l'aéroport international du Cap-Haïtien, et moi-même, ce que j'aurais recommandé, même quand je ne suis pas un technicien en matière de sécurité, mais comme observateur haïtien, ce que j'aurais recommandé au gouvernement haïtien, le seul aéroport international que nous avons en fonction aujourd'hui, aurait dû être beaucoup plus sécurisé. Nous avons forces armées là, nous avons des militaires, des jeunes militaires qui sont disponibles, qui sont là. Moi-même, j'aurais déployé un nombre important de militaires à l'aéroport de l'International du Cap-Haïtien pour montrer que une volonté pour contrôler. Parce que à l'aéroport international du Cap-Haïtien, on a un espace qui est très exigu côté contrôle aérien. Il y a pas mal de gens, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voyager, qui ne sont pas des voyageurs, qui sont à l'intérieur. Parce que ça aussi des signaux pour nous voir comme gouvernement, comme autorité. Mettez des militaires, même pour une période bien définie, parce que je crois, autant que je me rappelle, Baranti d'expirer. Pourquoi nous avons état d'urgence? Baranti d'expirer déjà. Nous l'adorons toujours. Nous avons déployé des militaires à l'aéroport du Cap, c'est-à-dire fait militaires, mettons campement même à l'aéroport, Cap fait des rotations pour sécuriser le périmètre de l'aéroport du Cap-Haïtien. En dans l'aéroport là, seuls les voyageurs doivent avoir accès. Et mettez plus de contrôle avec BLTS dans le départ, avec l'immigration, renforcer ces structures à l'intérieur de l'immigration au Cap pour montrer aux autorités américaines et les autorités des autres pays que l'on contrôle effectif de ce genre de choses.
Parce que ça est capable de laisser des doutes quand des étrangers, quand ils sont à l'aéroport, pour que l'aéroport mal géré, n'importe quoi entrée, et il n'y a pas d'une structure de sécurité fiable, etc. Ça sont des mesures importantes pour nous penser à prendre pour au moins commencer à rencontrer et atteindre un niveau standard ça, de contrôle ça à parler. Je pense que c'est des mesures qui sont importantes pour nous au moins rassurer nous, par exemple, au niveau de la frontière. Alors, au dit nous tout à l'heure, et ministre Bokshiet, vous dit que tout pays ça tout pas le même problème. Que ce soit Afghanistan, Myanmar, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Yémen, Cuba là-dedans tout, nous toutes pas représenté même menace pour les États-Unis. Deuxièmement, dans le premier mandat Donald Trump là, nous pas de problème que nous gagnons aujourd'hui à gang yo pas aussi puissant, aéroport nous tap travail, nous pas de aéroport qui était fermé, mais ça pas empêché Donald Trump de déclarer nous shithole country. Ça qui invité Mounio à aller essayer réfléchir sur question de manière plus profonde. Au lieu que nous arrêter nous à son simple décision que le point comme ça, limiter nous sur liste des pays qui sont terroristes et qui pas autorisés à entrer dans le pays par là. Qu'est-ce qu'on comprend de ça ou même? Bon, dans un premier temps, je dois rectifier beaucoup que Cuba n'est pas sur la même liste d'Haïti. Cuba sur liste partielle. Là. Très bien, merci. La liste que Haïti était en mars dernier. Et cela veut dire que nos bagages pour nous faire, nous pas fait. Et je pense que même quand le pays n'a pas la même situation, mais le regard de l'esprit, et j'en suis décrit de moment où nous étions dans le premier mandat de Trump, avec Jody à Jean Vignier, je pense qu'il est extrêmement important pour nous comprendre que il y a un bagage qui va fait. Il y a un bagage qui va fait. Ça fait un bagage qui va fait parce que il y a des décisions qui prend contre les pays Israël, même quand Haïti par répondre à même conditions de sécurité, même parce que il y a une dégradation totale de la situation qui fait que Haïti est obligé, je dirais, et prendre des mesures et ouais, avec les autorités américaines, qui a fait, qui a au moins aidé nous dans le niveau ça et éviter, et je dirais, ces décisions dans l'avenir. Mais pour se bien dire, dans la période ça, nous avons une dégradation totale qui va arriver, je dirais, et permettre de nous contrôler et sécuriser le pays. J'ai un cas de fait, eh bien, cela veut dire que nous sommes victimes de ça. Mais nous admettons que nous n'avons pas de problème, malgré ça, dans un parle, nous sommes chez the whole country. Oui, certes. C'est quand même une opinion. Et quelqu'un peut, même quand malheureusement c'est un chef d'État qui l'a dit, mais c'est une opinion. Nous savons très bien que nous ne sommes pas chez the whole country. Mais quand quelqu'un l'exprime, bon, quelqu'un peut avoir une opinion de nous, mais c'est à nous autres de prouver différemment. C'est-à-dire comment nous pouvons prouver différemment, c'est de nous travailler ensemble pour nous faire en sorte pour nous un pays qui est vivable, que le monde qui a envie de lui, le monde qui a référé à lui, pas seulement comme une référence d'instabilité politique, mais il est temps que nous ayons une référence de prospérité, mais dans la mesure que nous travaillons pour nos stabilité politique. Merci, ambassadeur Edmond Bokshiet. Nous allons prendre pause là, et nous allons après, et avec réaction, explication et compréhension sur
ça qui est décidé hier concernant ces pays. On vous retrouve tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, l'ancien ambassadeur d'Haïti à Washington, Edmond Bokshitt. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur Edmond Bokshitt est l'invité de ce matin. Avec notre invité, on essaie de comprendre cette décision prise par Donald Trump de faire figurer Haïti sur une liste de 12 pays dont les ressortissants se voient désormais interdire l'entrée sur le territoire américain. Est-ce que, ambassadeur Bokshitt, est-ce que vous parlez avec des Haïtiens qui tapent et qui a soutenu, pas seulement les républicains, mais qui aux États-Unis et qui a soutenu Donald Trump au cours de ces dernières 24 heures? Est-ce que vous parlez avec quelqu'un là-dedans? Bon, certainement, j'ai des amis haïtiano-américains qui sont des républicains. Je crois que j'ai eu une conversation seulement avec Youn, qui, comme un pilote républicain, n'est pas d'accord avec une décision du président américain. Même pas seulement la question sur Haïti, mais d'autres questions. Oui. Et certainement, oui, il y a un qui est d'accord, mais à ça parler, il n'est pas d'accord. Et ça d'accord, qui ça vous dit, comment justifier que vous d'accord, que vous appuyez monsieur dans ça? Ça vous dit comme argument? Bon, beaucoup joindre un haïtien américain, républicain ou parce qu'il supportait le président Trump, qui fait que mis en conversation avec lui sur ça. Et ce n'est pas encore le moment, beaucoup joindre ça. Mais de toute manière, ce que je peux comprendre, certainement, on rejoindre des citoyens qui pensaient que c'est une bonne décision. Et moi-même, je pense que la décision en elle-même, comme le président Trump l'a dit, c'est une question de sécurité nationale, certes. Il est le président, il doit prendre des dispositions, des mesures pour protéger sa sécurité nationale. Mais moi-même, en tant que citoyen haïtien, je pense que je peux dire, moi, écoutez, cette décision contre la République d'Haïti, ça nous fait mal, parce que c'est une décision qui affecte grandement notre image sur le plan international et que c'est une décision que nous prendrons beaucoup de temps de se remettre et pour se remettre et je ne pense pas que ce sera une chose facile. Et la meilleure des choses, c'est pour ne pas cacher ça. Mais de notre côté, nous devons aussi assumer de responsabilités d'Haïtiens et notamment des autorités, pour voir comment on peut travailler pour rencontrer, du moins pour satisfaire ces standards, pour au moins sortir le plus vite possible de cette liste. À tort ou à raison, souvent on jette l'anathème sur les dirigeants haïtiens. On les accuse de tous les maux, on les accuse même de ces péchés capitaux, alors que le citoyen lambda, le citoyen haïtien, a aussi une responsabilité. Qui gens ça t'a doué s'acriver là? Dans quel niveau ou quoi que t'as doué fouetter orgueil, non? Et comment t'as doué réagir? Là, mettez le gouvernement de côté. Moi-même, avec vous, qui je dis, qui simple citoyen, l'on va arriver pays nous, et quand même, nous pas de niveau de vie, nous pas de même comportement, nous pas de même culture avec l'autre pays que vous respectez. Mais est-ce que ça n'est pas capable de changer? Bon, certainement, ça peut changer. Mais c'est quand même une habitude. Et tout ça qui passe, c'est le gouvernement qui est toujours responsable. C'est une mauvaise habitude, malheureusement. Certes, nous savons et nous reconnaissons que les dirigeants ont une part de responsabilité, une grande part de responsabilité. Mais il y a une raison, c'est de sortir des citoyens.
c'est overstay le visa. C'est-à-dire, leur visa, où tu es allé pour un mois, ou était net. Et ça, un gouvernement ne peut pas avoir de contrôle sur une telle situation. C'est-à-dire, on ne peut pas contrôler la décision du citoyen. Si le citoyen décide de rester aux États-Unis, aller au-delà du temps et banni dans l'immigration, ça, c'est son affaire. Mais il revient au gouvernement, à l'administration américaine, d'étudier et de voir quel type de mesures qu'elles peuvent adopter contre un ressortissant étranger qui a un délai de séjour, mais qui est allé au-delà de ce délai de séjour et comme violation de la loi de l'immigration américaine. Mais certainement, on a parlé de fouetter orgueil, parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal de mesures contre la République d'Haïti ces derniers temps qui doivent se fouetter orgueil, nous déjà. Parce que nous prenons pile déjà. Et parce que ça, c'est comme je l'avais dit au début, ça, c'est le coup de grâce. Et pour la situation côté, le pays, la plus grande puissance mondiale, décider que vos ressortissants ne peuvent pas arriver sur son territoire, ne peuvent pas rentrer sur son territoire. Ou imaginons si notre pays décide de prendre contre nous, ça va dire. Si les États-Unis prennent, on ne va pas dire rien. Si notre pays pour décider de prendre contre nous, on ne va pas dire rien. Tout. Est-ce pourquoi il est nécessaire maintenant pour nous autres Haïtiens, on va parler de gouvernement seulement, certainement, gouvernement comme autorité établie, il va bien au cours des négociations, au cours des rencontres, solliciter des rencontres le plus vite possible des autorités américaines pour identifier ensemble les standards, les conditions à revenir pour prendre des mesures pour résoudre et retirer nos sollicitants. Parce que c'est quelque chose qui peut se faire et nous pas gagner le temps, nous pas supposé à traîner, il faut agir vite et aujourd'hui. Ambassadeur Bourchid, qui ça nous gagne de particulier nous-mêmes dans la politique migratoire? Je me songe que longtemps, tu as un contrôle, tu as un vrai contrôle que le gouvernement a gagné sur ressortissant l'autre pays en Haïti. Je dis, qui ça nous gagne? Qui ça nous fait? Qui ça nous fait comme contrôle sur eux? Est-ce que nous sommes capables de dire n'a pas interdit quelques pays, quelques ressortissants quelques pays entrer en Haïti? Est-ce que nous sommes capables de dire ça nous-mêmes? Bon, comme État souverain, on peut dissolver, on peut décider de sauver pour contrôler le territoire. Mais l'essentiel, le dire, c'est une, mais l'appliquer, c'est une autre chose. Pour l'appliquer, il faut qu'il y ait des structures adéquates, il faut qu'il y ait je dirais, des fonctionnaires qualifiés, entraînés, et il faut qu'il y ait des moyens de contrôle effectif de votre territoire. Et prenons par exemple des gens de la Jamaïque qui arrivent dans le sud en yacht. Nous parlons de 4 codes pour contrôler les zones maritimes, ça, pour vérifier, protéger tout ça à Jambi, notre espace territorial haïtien qui est entré dans le sud. Là, nous prenons des zones sur la frontière entre la République dominicaine et Haïti. Mais il y a des zones qui n'ont pas aucun contrôle de la frontière là. C'est-à-dire, nous avons une frontière aussi poreuse, ou pas qu'à dire que nous avons un contrôle effectif de ressortissants étrangers qui rentrent sur le territoire, tout le temps où pas de moyen adéquat ça pour appliquer cette décision. Alors, prendre une décision, ou prendre une décision chaque jour. Ambassadeur Bourchid, j'en dis là, aussi triste que ça capable paraître, c'est comme si nous respections tête nous, si nous réfléchissons bien, c'est comme si nous dit Donald Trump pour protéger le pays, il a bien fait ça, il a raison. Alors, pas il bien fait, mais c'est comme si nous avons raison. Si nous ne contrôlons pas rien, effectivement, frontières nous poreuses, Colombiens, Jamaïcains, ont débarqué dans la zone sud pays, fait trafic de drogue, armes et autres, peut-être, nous ne connaissons pas. Mais on le dirigeant qui voisin, qui respecte la tête et qui respecte le peuple et tout, il doit prendre mesures pour protéger, oui ou non, ambassadeur? Bien sûr, c'est la première responsabilité d'un chef d'État, c'est de protéger son territoire et aussi la sécurité de ses citoyens. On ne va pas prendre mon président qui prend décision ça. Et nous autres, le contrôle
migratoire chez nous, c'est-à-dire pour les étrangers qui arrivent. Mais ça peut arriver, il y a des étrangers qui arrivent à l'aéroport pour commander dans qui hôtel la descendre dans la fiche de remplir, ils mettent la descendre dans tel hôtel. Mais je vous assure, si nous devons service intelligence ça fonctionne bien, nous devons vérifier est-ce que l'étranger ça dans l'hôtel ça, qui ça lui fait. Mais je vous assure, quand arrive dans l'hôtel, ça va l'étranger. Et même dans les hôtels de la capitale, cela peut arriver, il n'y a aucune liste de contrôle de ces étrangers. C'est-à-dire des gens, des clients qui sont à l'hôtel. Et au cas où un client venir faire 3 jours, mais pas de record, pas rien qui montrait que tel citoyen qui est là, il a fait 3 jours dans l'hôtel ça. Et ça, c'est des mesures que l'autorité nous-mêmes nous devons prendre pour nous renforcer à travers des dispositions. Parce qu'il y a des lois sur l'immigration en Haïti qui ont existé. Nous n'avons que les appliquer. Et depuis nous appliquer, nous prenons des dispositions adéquates, nous renforcer et fonctionnaires qui appliquer, avoir des entraînements et mieux équipés. Je pense que ce sont des choses qui... Il y a des gens qui étaient quoi, c'est pas la première décision en réaction non, pour le gouvernement à prendre. Il y a des questions de sécurité en tout, ça tout fait partie de travail, de lutte contre l'insécurité. Mais moi qui crois que c'est pas une décision négligeable si le gouvernement haïtien, ou bien si vous préférez, si l'État haïtien a décidé commencer par contrôler circulation monde, entrée et sortie étrangers et monde qui n'a pas payé. Mais le dilemme, M. Bokchit, c'est que le gouvernement, pourquoi on parle gang bal bout de terrain, donc ça veut dire que gang, côté l'État à bout de terrain, lui-même, il contrôler la circulation, contrôler les gens qui circulent dans zone par là, il y a une possibilité pour l'accueil étranger. Est-ce que la situation, nous, globalement, n'est pas préoccupante, contrairement à ça, Haïtiens qui a dit que c'est patriotes, c'est nationalistes, c'est gens qui tient à la souveraineté. Est-ce que pas gagner un gros travail qui t'a dû commencer par faire à partir d'aujourd'hui en même, quelques heures après l'adoption de cette décision par le gouvernement américain? Bien sûr, bien sûr. Et moi-même, je le dis toujours, je respecte la position de quelqu'un qui est différente de la mienne. Où il doit exprimer sentiment patriotique. Moi, je suis aussi patriote, mais je suis pragmatique. Parce que ça, moi là, et faut pas qu'à dire que la situation de la République d'Haïti, comme un État qui est en processus pour arriver dans un statut d'État failli, que nos institutions sont totalement inexistantes, faut pas qu'à dire que faut pas représenter une menace globale et même d'abord pour la région et aux menaces globales. Là où l'on situation côté l'État comme qui gagne le monopole légitime de la violence, obligé à déplacer, quitter l'espace pour des bandits armés, là où gagne comme citoyen, on a toujours la situation pour questionner, mais moi-même, qu'est-ce qui va passer à moi? Mais c'est des réalités, c'est des situations qui montrent nos partenaires internationaux qu'il y a vraiment une situation claire et effective non seulement d'une instabilité politique chronique, mais du non-contrôle des autorités sur le fonctionnement du pays même. Parce que vous avez dit, dans la déclaration de Jean Blachtan, que vous avez remarqué, et tout le monde connaît que nous avons un problème de gouvernance grave en Haïti, et nous n'avons pas un contrôle sur les citoyens, ça veut dire que nous avons un argument qui montrait que ça a créé une certaine suspicion et que nous n'avons pas un contrôle à rien. Par contre, il faut nous prendre des mesures de précaution contre ça. Mais nous-mêmes, nous avons cette obligation de les voir pour leur dire, écoutez, certes, il y a des problèmes. Certes, nous reconnaissons qu'il y a un problème au niveau de l'identité. Nous allons faire en sorte pour mieux gérer ce processus. Certes, nous avons un problème de sécurité grave. Les bandes armées nous envahissent et contrôlent 80% de la capitale. Certes, nous reconnaissons ces difficultés. Voici un plan stratégique que nous avons pour prendre le contrôle du territoire.
voici des actions que nous avons déjà entreprises, comme par exemple, il y a la présence de cette mission même quand elle est efficace, cette mission est là. Il y a un contrat qui a été signé avec une firme américaine pour nous aider à combattre les terroristes. Dans ce cas, il y a des mesures, il y a des actions que nous commençons à prendre. Alors, je vous demande comment vous pouvez m'aider à identifier ces standards, ces choses que nous devons faire pour sortir de cette liste. Aidez-nous. Nous avons besoin de cette assistance à ce niveau-là. Nous allons prendre des mesures pour avoir un contrôle beaucoup plus strict à l'aéroport international, à nos aéroports internationaux. Nous allons prendre des mesures pour essayer de voir comment renforcer la sécurité frontalière. Nous allons prendre des mesures, notamment pour la question d'identité. Comment résoudre tout ça? Il faut venir avec un plan stratégique clair auprès des Américains, auprès des autorités américaines. Et je suis certain, au cours d'une négociation quelconque, avec l'assistance non seulement des États-Unis et d'autres pays, nous pouvons arriver à résoudre ces problèmes, même partiellement, juste pour démontrer cette volonté de la République d'Haïti de satisfaire ses besoins, c'est-à-dire les mesures du gouvernement américain, et sortir de cette liste. Nous pouvons le faire, mais nous devons commencer aujourd'hui. Donc, si on posait nos questions, ça, à savoir, est-ce que nous représentons une menace dans la région? La réponse serait quoi? Oui ou non? La réponse serait oui, à mon humble avis, parce qu'il y a des conditions, il y a une situation qui est là, qui est palpable, tout le monde peut le voir. Pas mal d'écoles, je dirais la majorité des écoles de la capitale sont fermées. Nous sommes au mois de juin, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas pouvoir terminer l'année scolaire. Et l'aéroport international de Port-au-Prince est fermé depuis plusieurs mois. Et il n'y a pas de communication entre la capitale de la République d'Haïti et d'autres capitales mondiales à partir de l'aéroport international. En 2025, il y a des bandes armées qui contrôlent plus de 80% de votre territoire. Il y a une présence d'une force, d'une mission multinationale de sécurité chez vous, sur votre territoire. Et en plus, aujourd'hui, vous avez un contrat avec une firme américaine qui vient combattre les gangs armés. C'est pas mal d'ingrédients qui vous qualifient d'une situation vraiment explosive, un cocktail explosif. Dans ce cas, vous représentez une menace, je dirais globale, mais aussi d'abord pour la région. C'est un fait. Nous devons l'accepter. L'essentiel, c'est de travailler avec nos partenaires et prendre des mesures chez nous, comme Haïtiens, et voir comment résoudre ces problèmes. Vous pensez, dans la discussion aujourd'hui, il y a un pile point si jamais Haïti a dû adopter une nouvelle constitution. Vous pensez qu'il y a des points là qui a dû entrer là-dedans en termes de contrôle, territoire non, question de sécurité? Non, perspective d'une nouvelle constitution pour Haïti, il y a des points qui méritaient sur le tapis et même soumettre à l'appréciation des acteurs, de monde qui a peur réfléchir pour une nouvelle constitution, ça? Bon, moi-même, en ce qui a trait à l'avant-projet de la constitution, j'ai écouté pas mal de complaintes et pas mal de réactions. Je pense qu'il y a, à un certain niveau, il y a pas mal de réactions émotionnelles aussi. Mais moi-même, je peux dire oui, dans la mesure où il y a des experts qui travaillent dans ça, ou qui font des propositions, notamment en ce qui a trait au contrôle du territoire. Mais je pense aussi, les réactions, moi-même, je ne dirais pas, et si vous me permettez d'ajouter cette réflexion, je ne dirais pas que ça vient là avant-projet, comme dans on a demandé, pas demandé, jeter l'eau à la poubelle. Je pense que ça aurait été mieux si on pourrait avoir un comité d'experts qui pourrait avoir une relecture, prendre en compte des complaintes, prendre en compte des remarques qui ont été faites, des critiques constructives qui ont été faites. Je pense que ce comité d'experts peut relire le texte et apporter des modifications, apporter des changements. Mais nous ne pouvons pas prendre réaction à chaque bagage qui vient pour nous les jeter. Et parce qu'il y a eu pas mal de ressources financières de l'État qui étaient dépensées là-dedans, et il y a un travail intellectuel qui a été fait. On ne peut pas ne l'apprécier, mais en fait, c'est un travail qui est là.
ne pas qu'à jeter. Même moi-même, j'aurais suggéré qu'on crée un comité d'experts pour une relecture de ce texte et qui connaît la Constitution, des experts juridiques et des gens de la société civile pour qu'ils au moins chutent ensemble ou est-ce qu'ils sont sortis avec un texte beaucoup plus potable, beaucoup plus vivable. Mais nous devons reconnaître qu'il y a un problème majeur dans l'actuelle Constitution que nous avons gagnée. Il est important pour qu'il y ait des changements qui fait pour qui permettent une gouvernance qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus acceptable. Voilà. Donc, pour une révision ou bien dans le moment du Parlement ou bien pour une autre constitution? Moi-même, à mon humble avis, je suis certain si nous l'ajout du Parlement haïtien, nous habitués nous ne pas besoin de une constitution. Je pense que c'est le moment plus que jamais pendant nos parlements pour nos chita entendre nous, parce qu'il y a eu pas mal de propositions de textes. Il y a des experts, des constitutionnalistes, il y a des gens de la société civile qui sont intéressés et qui peuvent apporter pas mal de choses. Il y a eu des critiques, il y a des réactions de la population. On doit en prendre compte de tout élément ça et créer un comité d'experts qui a réagi et qui prend tout ça en compte et font relecture du texte actuel et approuver avec d'autres propositions qui sont faites déjà pour sortir dans le bail. Mais moi-même, personnellement comme citoyen, je ne suis pas pour une procédure parlementaire. Parce que si dans le Parlement, il y a trop de choses dans la Constitution qui en faveur du Parlement que ces députés ou ces sénateurs ne vont jamais approuver. Avant de quitter M. Bokshitt, tu peux aborder point ça ensemble avec vous pour autant des paroles, pas exactement. À un moment donné, un paquet d'histoires, d'accusations, de reproches contre vous. Nous t'apprenons aujourd'hui, ou fin connaître qui ça histoire ça y et est-ce que c'est des bagailles qui étaient fondées ou bien qui pas fondées ça t'a dit de vous? Bon, mais je dirais tout simplement que ce qui s'était passé c'est tout. Moi, l'autre j'ai voulu qu'un complot. J'ai été victime d'un complot quelque part. Mais moi, je ne souhaite pas retourner sur du passé et je continue avec ma vie et tout simplement, et je le dis toujours, si vous voulez accuser quelqu'un, vous devez apporter des preuves. Si vous ne l'apportez pas, écoutez, moi je suis là, je suis disponible, mais malheureusement, il n'a jamais eu ces gens, tout simplement, on voulait avoir ma tête, on l'a eu, on voulait avoir le poste, on l'a eu, et je continue de vivre. Mais, et moi personnellement, je ne souhaite pas retourner sur ces moments d'accusation non fondée, farfelue. Et moi, je reste comme ça. Je pense que c'est mon opinion là-dessus et je ne souhaite pas avancer davantage dans cette histoire. Je vous remercie, M. Bokshitt. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de la rubrique Le Point. Notre invité, l'ancien ambassadeur, ancien chancelier haïtien, Edmond Bokshitt. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole. Surtout un bon jeudi rétro. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lisa Loto.